Cette région du sud saharien, dans l'actuelle République du Niger, c'est l'Azawak, une zone de collines et de dunes mortes, fixée par une végétation dont l'abondance est par endroits étonnante. C'est un pays faiblement ondulé, avec de petits massifs, des plateaux rocailleux et des surfaces de désert total. Début du mois d'août. À l'aridité de la saison sèche, ont succédé les pluies tropicales qui font verdir le paysage. Ce chamelier touareg en mission de reconnaissance, c'est Binas. Il doit repérer le nouvel emplacement où viendra s'établir le campement de son groupe, car les pâturages s'épuisent vite, et il faut souvent se déplacer pour assurer la subsistance des troupeaux. Mais la présence de l'herbe n'est pas la seule condition requise pour choisir le lieu du campement. Il faut aussi de l'eau à proximité pour abreuver les animaux. Cette grande mare suffira pour plusieurs centaines de têtes de bétail. Binas a terminé sa mission de reconnaissance. Rentré au campement, son rapport sera bref. L'endroit est bon. Le lendemain matin, c'est le grand branle-bas du départ dans le campement des Yuli-Minden. Sous la direction d'un forgeron, des femmes, des servantes, démontent la grande tente du chef Mohamed Agel Korer, qui règne sur une chefferie de 31 tribus. Cette chefferie est la plus importante qui subsiste encore chez les Touaregs de la République du Niger. Elle groupe environ 1500 personnes. Le chef Mohamed est assis devant la tente au milieu de sa famille. En enroulant le litam autour de sa tête, il respecte les traditions nobles. Celle-ci exige de ne pas montrer sa bouche, ce qui est considéré comme impudique. Dans cette société qui n'a pas renié ses origines matriarcales, l'épouse du chef, Fatih, représente encore l'autorité réelle de la femme noble. Elle est consultée sur des points importants comme les mariages, l'éducation des enfants. Chez les Touaregs, les serviteurs et les servantes de race noire étaient autrefois des captifs. Bien que les rapports sociaux aient changé avec l'avènement du nouveau régime politique, les structures n'ont en fait pas beaucoup bougé. Partout alentour, le démontage des lourdes tentes de peau se poursuit activement. Pendant que s'activent autour d'eux les préparatifs du départ, les artisans poursuivent leur travail comme si de rien n'était. Aux femmes sont dévolus le travail des peaux et la confection des nattes. Quant aux hommes, leur métier s'exerce sur le métal ou sur le bois. Ces artisans, qu'on appelle habituellement forgerons et forgeronnes, occupent une place particulière dans la hiérarchie sociale. Selon les cas, ils se disent libres, bien qu'en réalité, ils doivent tribut à leur maître noble.
Traditionnellement, le maître assure la sécurité de ses forgerons. Il leur donne, une fois l'an ou davantage, un mouton. Il achète pour eux des tissus de Guinée bleue. Il reçoit en échange armes, bijoux et parures. Dans certains cas, il paie le travail des artisans comme doit payer un seigneur, c'est-à-dire en vaches, en chameaux, et par conséquent, il paie cher. D'ordinaire, la production reste en circuit fermé dans le campement. Cependant, les artisans, quand ils le peuvent, utilisent les marchés les plus proches pour vendre leurs produits une fois par semaine. Le démontage du camp est maintenant assez avancé. Le déplacement commence. Les troupeaux les plus lents se mettent en marche les premiers. C'est la richesse des Touaregs qui se déplace ainsi, car leur civilisation est encore totalement pastorale et le bétail constitue le fondement de toute leur économie. Les bœufs porteurs transportent les éléments des grandes tentes des nobles et leur mobilier dans ces déplacements qui peuvent avoir lieu très fréquemment, tous les 3 ou 4 jours en saison sèche. Les serviteurs noirs, appelés iklan, qui sont bergers ou serviteurs de tente, ont chargé leur matériel sur une cohorte de petits ânes. Les chameaux partent à leur tour. Leur importance est capitale, car la richesse d'un nomade se compte avant tout en chameaux. Un noble peut en posséder plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. Petit à petit, l'une après l'autre, les tribus et leurs troupeaux arrivent au nouvel emplacement où le campement s'établira pour quelques jours. Les différentes fractions de la chefferie vont se répartir sur une surface de plusieurs kilomètres carrés. La proche famille du chef s'est regroupée à l'ombre d'un arbre. C'est le plus bel endroit, au sommet d'une dune qui domine tout le paysage. Le chef Mohamed indique où sa tente devra être montée. Les mêmes servantes qui ont démonté la tente le matin vont la remonter l'après-midi à l'endroit désigné par le chef Mohamed. Elles plantent d'abord les piquets centraux.
Elle relie les sommets des piquets avec des faîtières sur lesquelles viendra se poser la tente. Les lits, formés d'un assemblage de barreaux de bois recouverts de nattes, sont installés au milieu de la tente, entre les piquets. Ces cordes, tendues entre les poteaux, formeront une armature qui sera solidement arrimée au sol. Le mobilier des nomades, les nattes et les sacs à effet, sont ensuite accrochés au piquet. Puis les femmes amènent la tente elle-même. Formée de 200 peaux de mouton cousus ensemble, elle est très lourde. Cette tente imposante compte parmi les plus vastes qu'on puisse trouver chez les Touaregs. Elle atteste l'importance du chef Mohamed qui, avec sa famille, assiste aux opérations. La tente est d'abord posée sur les piquets centraux. La tente est ensuite déployée de part et d'autre pour mesurer l'endroit où l'on enfoncera les piquets tendeurs. Il faut creuser très profond dans le sable, afin que les piquets tendeurs résistent à la traction que la tente, avec son poids énorme, exercera sur eux.